Voilà, donc bienvenue dans ce cours de troisième année, système cardiovasculaire, facteurs de risque et hypertension artérielle. Là, vous avez un schéma du Dr Guyton, qui était le mentor du professeur Montagny. Donc, vous connaissez déjà les lois d'Ohm, Hagen-Poiseuil et de Laplace. L'objectif du cours sera de connaître la définition d'une hypertension artérielle, les mécanismes physiopathologiques qui peuvent entraîner une hypertension artérielle secondaire, expliquer leurs conséquences à long terme. Et finalement, on vous demandera d'avoir une appréciation de l'algorithme de prise en charge et des bases thérapeutiques. L'hypertension artérielle est définie selon la Joint National Committee, c'est la 7e révision, en 3 stades. Hypertension artérielle stade 1, quand la pression artérielle est de plus de 140 sur 90. Donc stade 1, c'est moins de 160 sur 100. Un stade 2, c'est plus de 160 sur 100, mais moins de 180 sur 110. Et stade 3, plus de 180 sur 110. Cette classification a aussi une définition pour la pré-hypertension artérielle, quand les valeurs sont de plus de 120 sur 80, mais ne sont pas encore des valeurs d'hypertension artérielle. Et puis une définition pour l'hypertension artérielle systolique isolée, qui est en fait l'apanage des vieilles dames, avec une tension artérielle élevée de plus de 140 mm de mercure, uniquement systolique. L'hypertension artérielle est très fréquente, vous voyez qu'elle touche plus de 15% de la population de plus de 15 ans, et qu'en fait elle augmente de manière assez importante avec l'âge, sachant que les patients de plus de 75 ans souffrent dans plus de 40% des cas d'hypertension artérielle, c'est même jusqu'à plus de 50% des cas chez les femmes. Quelles sont les causes maintenant d'une hypertension artérielle? Les causes, on peut essayer de les expliquer selon la loi d'Ohm et d'Hagen-Poiseuil. Vous vous souvenez qu'en fait la pression dépend du débit cardiaque et de la résistance. Donc les causes qui pourraient augmenter la pression, ce soit une augmentation du débit cardiaque, on parlera alors d'hypertension artérielle hyperdynamique, ou des causes qui augmenteront la résistance, soit en augmentant la viscosité, soit en diminuant le diamètre des artères, et on parlera alors d'hypertension artérielle de résistance. Les causes d'hypertension artérielle, celles que vous connaissez bien, c'est la stimulation sympathique, c'est celle qui est liée au stress mental. Vous voyez ici un vieil exemple d'un étudiant en médecine qui passe son examen final. Vous voyez qu'il frise déjà une hypertension artérielle au repos, il rentre dans l'examen où la pression augmente très rapidement en même temps que le pouls. Donc les causes d'une hypertension artérielle en clinique, dans la plus grande partie des cas, on parlera d'une hypertension artérielle primitive ou essentielle. C'est en fait un vieillissement normal de la population européenne qui est lié en fait à une activation du système sympathique et probablement une dysfonction endothéliale. Dans environ 8 à 10% des cas, on va retrouver une hypertension artérielle qu'on appellera secondaire, qui est en fait liée à une maladie qu'on peut traiter, et en traitant la maladie, on diminue la pression. Donc ces causes secondaires, la plus fréquente, c'est l'atteinte rénale, soit au niveau parenchymateux, avec cyclomélonéphrite, polykystose, le diabète, etc., soit une atteinte rénovasculaire qui fait un rétrécissement des artères rénales, et donc une ischémie rénale qui va faire une sécrétion augmentée de rénine avec stimulation du système réninien-angiotensine-aldostérone. 1% des cas sont des causes endocriniennes, qu'on verra en détail sur les prochaines dias, et puis 1% liés à des médicaments ou des toxiques qui vont faire une stimulation des systèmes réninien-angiotensine-aldostérone. L'atteinte primaire ou essentielle d'hypertension artérielle, comme je vous l'ai dit, c'est lié probablement à une dysfonction endothéliale et une augmentation de l'activité sympathique. Donc le risque augmente avec l'âge, avec la prise d'alcool, avec le syndrome des apnées du sommeil et en cas d'ischémie myocardique par exemple.
Depuis environ une décennie, on s'intéresse de manière très spécifique au système sympathique périrénal, qui a d'une part des efférences. Ces efférences sont celles que vous connaissez, hein, elles diminuent la vascularisation rénale et la filtration glomérulaire. Elles augmentent le volume sanguin circulant en faisant une réabsorption liquidienne par un mécanisme sodique et font une stimulation de la libération de rénine. Le système nerveux sympathique rénal a aussi un système afférent qui est moins connu en fait, qui a d'une part un réflexe réno-rénal, c'est-à-dire qui va diminuer l'activité du rein contralatéral, et puis il fait une augmentation de la stimulation sympathique globale au niveau central, donc sur ces noyaux gris parapontiques. Les causes secondaires, donc je vous ai dit, 5 à 7% sont des causes rénales, dont la grande majorité sont des causes parenchymateuses, donc c'est une diminution de la masse rénale filtrante qui va en fait faire une rétention de sodium et une augmentation du volume circulant. La cause plus intéressante sur le plan physiopathologique, c'est ces causes rénovasculaires, c'est-à-dire qu'une sténose des artères rénales va faire une ischémie rénale, et l'ischémie rénale va faire une libération de rénine par le rein, le système rénine-angiotensine, avec finalement activation par la rénine des résistances vasculaires et libération d'aldostérone qui va, elle, contribuer à une augmentation du volume circulant par une rétention sodique. Donc les causes rénovasculaires vont d'une part faire une augmentation des résistances et d'autre part faire une augmentation du débit cardiaque. Alors ça, c'est des vignettes cliniques que j'ai mis dans la présentation. La première, c'est une patiente de 72 ans qui est référée pour une hypertension artérielle mal équilibrée avec un bilan complet il y a plusieurs années qui comprenait un duplex des artères rénales pour être sûr qu'il n'y avait pas de rétrécissement et puis un bilan surrénalien, donc pour être sûr qu'il n'y avait pas un phéochromocytome ou bien un hyperaldostéronisme primaire. Donc facteur de risque obésité, dyslipidémie, hypertension artérielle, ancien tabagisme, et si vous pensez qu'il peut y avoir en fait de l'athérosclérose, 5 médicaments antihypertenseurs plus du potassium. Est-ce qu'on retrouve au laboratoire une fonction rénale qui est un petit peu diminuée, hein, avec une créatinémie qui est augmentée, et puis un potassium qui est légèrement trop bas. Donc, des facteurs de risque pour une atteinte vasculaire, une hypertension artérielle qui est devenue réfractaire, une hypokaliémie et une augmentation de la créatinémie. Ça devrait quand même nous faire suspecter qu'on ait une atteinte de l'artère rénale avec un hyperaldostéronisme secondaire. On va voir. Au status, on retrouve une patiente petite, pas grosse, hein, mais bien hypertendue, avec un pouls plutôt bas. On entend bien le cœur, un petit souffle systolique, 1/6, et puis un souffle vasculaire périombilical gauche. Donc, je vous rappelle que l'aorte donne plusieurs branches au niveau de l'abdomen. Et puis autour de l'ombilic, on va retrouver les artères rénales. Donc là, on va suspecter un rétrécissement de l'artère rénale gauche qui pourrait contribuer à cette hypertension artérielle. Ça, c'est l'artériographie qui est faite. Et vous voyez, donc ça, c'est l'artère rénale gauche. Donc on voit que l'aorte est un peu calcifiée, on la voit bien. Et on voit cette sténose très serrée de l'artère rénale gauche, en grande partie calcifiée. Donc en fait, le mécanisme que vous connaissez bien, c'est qu'il y a cette sténose de l'artère rénale avec un défaut de vascularisation du rein gauche qui va faire une ischémie rénale. De par l'ischémie rénale, on va avoir une libération de rénine
qui va cliver l'angiotensinogène produit par le foie en angiotensine 1. L'angiotensine 1 passe par les poumons où il y a l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui va la transformer en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 et l'angiotensine 2 ont déjà des effets vasculaires. L'angiotensine 2 va de plus stimuler la sécrétion d'aldostérone qui va faire la rétention sodique et de liquide. Donc le traitement chez cette patiente, c'est bêtement d'aller réouvrir cette artère rénale, ici en l'occurrence la mise en place d'un stent monté sur ballon. D'autres causes endocriniennes, donc ici vous voyez toutes les causes endocriniennes qui sont listées sur une seule figure. Donc je vous rappelle que c'est 1%, c'est relativement rare. On a dans les causes possibles le syndrome adrénogénital qui fait qu'en fait il n'y a pas de sécrétion de cortisol, donc il n'y aura pas le feedback négatif sur l'hypophyse. Donc l'ACTH va être libéré en masse et ça va contribuer à la sécrétion très importante de 11-désoxycorticostérone qui aura un effet minéralocorticoïde avec une augmentation du volume circulant, donc du débit cardiaque, donc une hypertension artérielle. La cause, ça c'est une cause qu'on retrouve chez les enfants. Je vous rappelle qu'elle peut faire une ambiguïté sexuelle chez la fille. La deuxième cause, c'est en fait une cause plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente en fait, de toutes ces causes endocriniennes, qui est en fait l'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Cohn. C'est en fait un adénome, généralement bénin, qui sécrète au niveau de la surrénale de grosses quantités d'aldostérone. L'aldostérone va jouer son rôle avec une activité minéralocorticoïde importante et un recaptage du volume circulant par ce mécanisme sodique qui va faire une augmentation du débit cardiaque. Le troisième de ces syndromes endocriniens, c'est le syndrome de Cushing, qui est en fait un autre type de tumeur qui est aussi au niveau de la surrénale. Donc le syndrome de Cushing va faire une sécrétion très importante de cortisol. Le cortisol a deux actions. Une première action qui est en fait un effet minéralocorticoïde, l'autre action en fait un renforcement de l'action des catécholamines avec une augmentation des résistances vasculaires périphériques. Le dernier de ces tumeurs endocriniennes est un phéochromocytome. La majorité des phéochromocytomes se retrouvent au niveau de la surrénale, dans la médullo-surrénale. Il y a une partie non négligeable des phéochromocytomes qui se retrouvent dans l'appareil para-aortique. De toute façon, dans tous les cas, elles sécrètent de larges doses de catécholamines qui vont augmenter d'une part le volume circulant et d'autre part vont augmenter les résistances vasculaires. Donc tous ces mécanismes vont conduire à une hypertension artérielle. Finalement, la dernière cause qu'on a vue, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à mettre dans le paquet de ces causes, c'est les médicaments principalement, la panartérite noueuse qui fait une atteinte vasculaire, certaines maladies hématologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une leucémie, par exemple, on peut avoir une augmentation de la viscosité sanguine qui va faire une augmentation de la résistance et donc une hypertension artérielle. Donc là, deux petites vignettes cliniques. Une patiente de 42 ans en bonne santé habituelle qui consulte pour avoir des palpitations, l'impression d'avoir des crises d'hyperventilation depuis quelques années avec des courbatures. Généralement après l'effort, elle est plutôt constipée, elle boit la nuit, donc elle a toujours une bouteille à côté de son lit. Son status est sans grande particularité, elle a une hypertension artérielle stade 2, un pouls qui est normal, une auscultation tout à fait normale. La seule chose qui est frappante, c'est qu'elle a une hypokaliémie à 2,7. Donc si vous avez une hypertension avec une hypokaliémie, vous devez toujours vous dire que ça peut s'agir d'un hyperaldostéronisme, qui soit primaire ou secondaire. La deuxième vignette clinique, c'est une patiente de 18 ans qui est pour l'instant en très bonne santé habituelle, qui elle aussi
une espèce de crise avec des palpitations, des tachycardies et une anxiété qui sont associées à des céphalées, donc des maux de tête, la peine à souffler, des douleurs thoraciques. Et puis elle a autrement une hypotension orthostatique. Donc elle change entre les deux. Et puis quand on l'examine, en fait, elle est tout à fait normale. Elle a un status strictement normal, avec une tension normale, un pouls normal, tout qui est bien. À l'ECG, on retrouve un intervalle QT qui est très légèrement prolongé. Ça, en fait, c'est typique du phéochromocytome. Le phéochromocytome, il est activé quand on a une stimulation sympathique. Donc, et puis généralement, les mécanismes de protection, disons, compensateurs, vont faire qu'on a des hypotensions, par contre, en dehors de ces phases-là. Donc, dans le premier cas de figure, on avait suspecté, basé sur la kaliémie basse, un hyperaldostéronisme qui soit primaire ou secondaire. Ça a été dosé au niveau du sérum. On retrouve une aldostérone élevée, une rénine basse. Ça signe à l'hyperaldostéronisme primaire. Dans le deuxième cas de figure, on va essayer de doser les catécholamines. On peut le faire soit au niveau sérique, soit au niveau urinaire. Ici, on l'a fait au niveau urinaire et on a fait le diagnostic de phéochromocytome. Dans les deux situations, il faut compléter ça par une imagerie en fait abdominale à la recherche d'un adénome qui est sécrétant. Je vous ai mis ici que cette association en fait de céphalée, de transpiration et de palpitations qui sont marquées ici dans le deuxième cas s'appelle la triade de Ménard, et puis que la première chirurgie surrénalienne qui a été faite pour ça a été faite par le docteur Césaro en 1926, donc il y a à peu près 100 ans, à Lausanne. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'anamnèse chez des patients avec une hypertension artérielle? On va essayer de savoir depuis quand le patient est hypertendu, puis jusqu'à combien est-ce que la pression a été mesurée, pour essayer de voir quels sont les grades dans A3, quels traitements antihypertenseurs ont déjà été testés, s'ils ont été efficaces, quels ont été les effets secondaires. Et puis, si on a des patients qui sont hypertendus à moins de 20-30 ans ou à plus de 50-60 ans, particulièrement s'il n'y a pas d'anamnèse familiale d'hypertension artérielle, à ce moment-là, il faut penser à une hypertension artérielle secondaire. Anamnèse familiale, on va rechercher d'une part l'hypertension artérielle, donc si toute la famille est hypertendue, il y a de grandes chances qu'on fasse, on ait affaire à une hypertension artérielle primaire ou primitive. On recherchera aussi la maladie coronarienne, sachant que si dans la famille on a beaucoup de maladies coronariennes, on peut avoir une atteinte rénovasculaire qui explique l'hypertension artérielle, les néphropathies. Évaluation du risque cardiovasculaire, toujours important. Recherche des atteintes des organes cibles. Donc les organes cibles, c'est le cœur avec l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est les yeux avec le fond d'œil, et puis les reins avec la fonction rénale. Pathologie associée à l'hypertension artérielle, on pensera à toutes les conséquences de l'hypertension artérielle, donc l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dilatation des artères, principalement l'aorte, et puis les encéphalopathies. Et puis on recherchera une hypertension artérielle secondaire. Ici, je vous ai mis les clés cliniques d'hypertension artérielle. Donc si on a une histoire familiale d'hypertension artérielle, c'est habituellement une primaire. Si on a une hypocalémie avec des faiblesses musculaires qu'on a vues dans le cas d'avant, on pensera à un hyperaldostéronisme primaire. Si on a l'obésité faciale avec le faciès lunaire, des grosses vergetures, surtout sur le tronc, qui sont larges et pourpres, des ecchymoses, un hirsutisme, des poils un petit peu partout, surtout chez la femme, et du diabète, on pensera à un syndrome de Cushing. Des ronflements et une somnolence diurne, des apnées du sommeil. Et ça, je pense que c'est toujours juste de rechercher des apnées du sommeil chez des patients qui sont un petit peu gros et qui ont une hypertension artérielle. Quand on a des souffles vasculaires rénaux, il faut penser à une hypertension rénovasculaire.
quand on a tout pour la triade de Ménard. Les Anglais disent 5P, palpitation, pallor, pain, perspiration, on paroxysmal hypertension, hypertension. À ce moment-là, c'est le phéochromocytome. Des masses intra-abdominales palpables, bilatérales, c'est les reins polykystiques. Une hypertension isolée des bras et par contre pas de pouls dans les jambes, c'est la coarctation de l'aorte. Ça survient surtout chez les enfants. Hein. Habituellement, ça se voit entre 5 et 15 ans. Une maladie rénale, ça c'est l'insuffisance rénale. Et puis une hyperthyréose, il faut toujours y penser, surtout chez les femmes à partir de 40 ans. Tachycardie, un goitre, souvent une exophthalmie, un petit tremblement et de la fatigue, donc une hyperthyréose. Donc, pour finir, quelques questions habituelles d'examen. Un patient de 69 ans vous consulte pour une hypertension artérielle, il ronfle facilement, dort sur le dos et fait la sieste après le repas de midi. À l'examen, il est obèse, il est hypertendu, il a un pouls normal, l'auscultation cardio-pulmonaire est normale, le laboratoire est normal. Est-ce que vous pensez principalement à une coarctation de l'aorte? Je ne pense pas. Une insuffisance rénale, c'est possible. Si le laboratoire est normal, on peut l'exclure. Un syndrome des apnées du sommeil, je pense que oui, hein, je pense que ça peut être que ça. Et un hyperaldostérisme primaire, si le laboratoire est normal, le potassium est probablement pas trop bas. Et un syndrome adrénogénital, ça je pense que c'est formellement exclu, donc là la réponse est clairement C. Quelles sont les conséquences? Alors ça, vous vous souvenez de la loi de la place qui dit que la tension pariétale d'une artère, d'un ventricule ou ici d'un tuyau de Gardena de Jardin dépend d'une part de la pression à l'intérieur de la chambre, du rayon en fait du diamètre de l'artère et est inversement proportionnel à la hauteur, à l'épaisseur de ce tuyau. Alors ici par exemple, on comprend le mécanisme, hein, les turbulences au niveau des tuyaux font que la tension pariétale est augmentée. Et une tension pariétale augmentée va finalement conduire à une augmentation, une distanciation du tuyau qui peut ici, dans ce cas-là, rupturer. Donc les conséquences au niveau de l'arbre vasculaire en cas d'hypertension artérielle, c'est que d'une part, pour combattre une augmentation de la pression à l'intérieur d'une artère ou du ventricule, l'artère et le ventricule vont faire une hypertrophie. Donc l'épaisseur va augmenter pour maintenir une tension pariétale identique. Et puis si la tension augmente, à ce moment-là, on va avoir une dilatation des cavités, que ce soit les ventricules et les artères. Et je vous rappelle qu'en fait, cette dilatation n'est pas seulement au niveau du diamètre, mais aussi au point de vue de la longueur. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Dès qu'on a une turbulence, on va avoir un risque augmenté en fait de dilatation. Et puis ici, typiquement, on a un anévrisme qui s'est développé au niveau de l'aorte à la suite d'une hypertension artérielle. La deuxième conséquence de l'hypertension artérielle, c'est en fait la lacération de ce tuyau Gardena qui peut aussi arriver chez l'homme avec la dissection aortique. Donc la dissection aortique touche toujours d'abord l'aorte ascendante dans cette phase ici, à peu près 1 cm au-dessus du départ du tronc commun. Donc on va avoir une petite lacération avec la formation d'un hématome à côté. Donc ici on peut faire peut-être tourner, ici vous voyez la queue de cochon dans le ventricule gauche, j'injecte du produit de contraste, on voit bien les artères coronaires,
on voit que c'était un patient hypertendu avec une aorte qui est un peu plus grosse au niveau de l'anneau. Et puis, on voit ici cette lacération de l'aorte, cette dissection aortique avec la formation en fait d'un hématome qui peut se propager sur toute l'aorte. Donc, il y a la classification de Beckey. Ça, c'est une de Beckey qui est encore localisée, grade 1. L'autre conséquence sur le plan vasculaire, c'est que les artères deviennent plus grandes. Donc ici, vous voyez un patient qui va avec un infarctus inférieur. Vous voyez en fait que l'artère a grandi. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les zones où elle n'est pas attachée avec des artères performantes au niveau du ventricule, elle fait un coude. Donc c'est un coude qu'on appelle un crosse de berger ici. Et puis comme autre conséquence, vous voyez qu'en fait, ça fait une rupture de plaque avec un infarctus. Et puis, ça a causé un infarctus inférieur. C'est pour ça que vous voyez un sus-décalage sur l'électrocardiogramme. Quels sont les autres effets sur le cœur? On aura un défaut de relaxation ventriculaire gauche. Ici, vous voyez un cœur typique d'hypertendu. Puis si on fait une coupe dedans, vous voyez ces zones blanches qui sont des zones fibreuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vascularisation du cœur est compromise. Parce que le cœur devient très épais, les artérioles qui vascularisent en fait le myocarde sont comprimées de manière très forte par la pression extrinsèque liée à l'hypertension à l'intérieur de la chambre, et le temps donc de vascularisation est diminué. Donc ça va avoir comme conséquence un travail avec un besoin augmenté d'oxygène alors que la vascularisation diminue. Ça va créer de l'ischémie, et cette ischémie va faire de la fibrose. Cette fibrose va rigidifier en fait le ventricule gauche qui va avoir de la peine à se relaxer avec une augmentation de la pression télédiastolique en fin de cycle cardiaque. Au niveau des capillaires, quelles sont les conséquences? Donc vous vous souvenez de la loi de Franz Starling. Vous vous souvenez qu'en fait la pression, les échanges lymphatiques au niveau du capillaire sont dictés par deux pressions. D'une part la pression oncotique qui est quasiment identique tout au long du capillaire, et d'autre part la pression hydrostatique qui en fait est un gradient entre le côté artériolaire et le côté veinulaire du capillaire. Donc dans un état normal, on va avoir un échange bien balancé avec une toute petite partie qui va partir dans la lymphe. Mais si on augmente la pression postcapillaire, comme c'est au niveau en fait, de l'artère pulmonaire, on va avoir un passage augmenté de liquide au niveau des alvéoles pulmonaires qui va conduire à l'œdème pulmonaire. Et si on augmente la pression systémique dans les jambes, par exemple, par rapport à la pression postcapillaire, on va aussi avoir un passage de lymphe augmenté au niveau des tissus, cette fois des jambes, avec une formation d'œdème jambier. Finalement, qu'est-ce qui va se passer sur le long terme avec l'activation des boucles neuro-hormonales? On aura une augmentation du flux au niveau de l'artère afférente rénale. Vous savez qu'une augmentation du flux au niveau de l'artère afférente rénale, l'artère rénale a cette possibilité de faire de l'autorégulation, donc elle va faire une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction va faire une ischémie rénale. Cette ischémie rénale va faire une stimulation du système rénine-angiotensinale-aldostérone qui va finalement augmenter le volume sanguin circulant. Le volume sanguin circulant étant augmenté, ça va augmenter encore l'hypertension artérielle, ce qui va augmenter de nouveau le flux sanguin au niveau de l'artériole rénale, qui va refaire une vasoconstriction avec une ischémie, etc. Donc ça, c'est un cercle vicieux qui va petit à petit permettre l'augmentation du volume. Donc ça aboutit au tableau clinique de la vieille dame, qui sont en fait une hypertension artérielle importante,
sur le long terme qui conduisent à une hypertrophie ventriculaire gauche avec un choc de pointe étalé et dévié sur la gauche, une augmentation de la pression de repos avec une augmentation de la pression et du volume de l'oreillette gauche. Si le cœur gauche et l'oreillette gauche augmentent, il y aura au milieu une insuffisance mitrale qui va être augmentée par dilatation de l'anneau. Une dilatation de l'oreillette gauche va conduire à la fibrillation auriculaire. Une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche va faire une augmentation de la pression au niveau du réseau post-capillaire pulmonaire, avec formation d'un œdème pulmonaire par la loi de Starling qu'on vient voir, et elle va conduire à une hypertension artérielle dans l'artère pulmonaire et finalement une insuffisance cardiaque droite. Donc ici, on a tout ce qui se passe en amont du ventricule gauche, mais ensuite ce qui va se passer en aval du ventricule gauche, c'est qu'on va avoir l'aorte qui va se dilater avec la possibilité de dilatation de l'anneau aortique avec présence d'une insuffisance aortique. Et puis on aura une augmentation de l'atteinte des organes cibles, par exemple une insuffisance rénale, une rétinopathie qui vont s'installer. Au niveau cérébral, d'abord, on aura mal à la tête, puis ensuite, les patients vont souffrir de démence. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme signe? Alors, on aura tout qui va être bien audible. Si on a une insuffisance mitrale, on aura un souffle holosystolique. Si on a une insuffisance aortique, on aura un souffle protodiastolique. Dans tous les cas, puisque le cœur devient rigide, on peut avoir la présence d'un quatrième bruit cardiaque. Au niveau de l'électrocardiogramme, on aura des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche avec un QRS qui va être de très forte amplitude. Et puis, ce qu'on retrouve très fréquemment, c'est des T négatifs dans les dérivations latérales. À la radiographie du thorax, on va avoir une hypertrophie ventriculaire gauche avec dilatation de l'oreillette gauche, donc c'est seulement si on regarde son profil, et puis la surcharge avec l'œdème pulmonaire, la redistribution vasculaire, et puis un comblement, un émoussement des sinus costaux diaphragmataux. Quelles sont les pathologies qui sont donc associées? Donc il y a un risque augmenté très important d'accident vasculaire cérébral ou d'AIT, donc d'accident transitoire, ischémique transitoire au niveau cérébral. Infarctus, angor, revascularisation, insuffisance cardiaque. Au niveau rénal, c'est néphropathie, insuffisance rénale, protéinurie, artéropathie et puis les rétinopathies. Alors, quelle est la prise en charge? La première des choses à faire, c'est en fait, sur le plan diététique, de limiter la prise de sodium, qui peut baisser la pression. Donc ici, vous voyez que si on fait une restriction lâche de sodium, donc c'est moins de 6 grammes de sel de cuisine par jour, on va baisser d'environ 5 mm de mercure. Si on diminue les graisses saturées et puis qu'on mange plus de fruits et légumes, on peut diminuer jusqu'à 10 mm de mercure la pression. La perte de poids, c'est environ 1 mm de mercure par kilo de poids perdu. Donc si vous avez quelqu'un qui pèse 180 kg et puis qui perd 80 kg, il peut avoir un impact très important sur sa pression artérielle. Le sport, 45 minutes par jour, va baisser la pression et bien sûr la limitation de l'alcool. Quand ça c'est fait et qu'il reste une hypertension artérielle, il faut commencer un traitement antihypertenseur. Alors habituellement, on va commencer par un inhibiteur d'enzyme de conversion en antagoniste du récepteur de l'angiotensine 2, mais on peut aussi donner des anticalciques et des diurétiques. Ensuite, comme deuxième ou troisième choix, on va donner des bêta-bloqueurs. Le bêta-bloqueur peut augmenter la pression artérielle centrale, donc ce n'est pas le premier choix. En troisième choix, on va prendre des autres médicaments comme les alpha-bloquants centraux ou la spironolactone, qui est en fait un médicament qui marche très très bien dans l'hypertension artérielle réfractaire.
Finalement, quand tout ça n'a pas marché, on va se souvenir que le système sympathique rénal joue un rôle primordial et on va peut-être planifier une dénervation rénale percutanée. On va juste dans les artères rénales et on peut brûler, on chauffe à 55-60 degrés les artères rénales et là, ça fait une neurolyse. Donc ici, vous voyez un exemple de comment on peut faire une neurolyse qui marche en fait très très bien. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de cette présentation sur l'hypertension artérielle. Vous pouvez me contacter ou contacter le professeur Tony pour d'éventuelles questions, remarques, mais dans tous les cas, le thème sera revu lors du répétitoire sur le sujet. Merci.